Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Écologie, vie, nature et entrepreneuriat. Alors c'est la chronique de Reynald Duberger. Alors on me reproche parfois de ne pas le présenter comme il faut, alors je vais essayer de faire un effort. Donc il est ingénieur, géologue, sismologue, professeur titulaire retraité de l'UQAC. Alors il est membre du collectif des climato-réalistes et il prend des positions, on en parlait avec André il y a 2 minutes, sur pas mal de sujets, en particulier le réchauffement climatique, la vaccination obligatoire, le rapport à l'islam. Enfin, et là, aujourd'hui, ça va être la pseudo-science cachée des pharaons. On a parlé de l'Italie, enfin de l'Italie la dernière fois, et ça a beaucoup de succès sur Dreux-Info, là. Donc là, aujourd'hui, c'est la pseudo-science cachée des pharaons. Alors, Reynald, c'est quoi que tu veux nous parler de quoi aujourd'hui, alors? Bonjour Eric. Il y a quelque temps, un célèbre rappeur français qui s'appelle Maître Gims a fait une sortie qui a été très remarquée en prétendant que les anciens Égyptiens connaissaient l'électricité, avaient des centrales électriques et il en prenait pour preuve que le dessus des pyramides, le pyramidion qui coiffait les pyramides, était recouvert de plaques d'or. Donc, l'or est un matériau conducteur d'électricité. Ces pyramides-là devaient probablement servir de centrale électrique. Alors, ce qui m'a amené à choisir ce sujet aujourd'hui, c'est d'abord parce que je suis un, un fanatique de l'Égypte, j'adore l'Égypte. J'y ai fait 3 séjours à 3 dates différentes. Et puis, j'ai visité beaucoup de temples, évidemment le plateau de Gizeh, les pyramides. Et puis, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de défaire des mythes. Le fameux mythe des secrets des pharaons, des secrets de cacher la science cachée des pharaons. Alors, est-ce que les pyramides étaient coiffées de pyramidions recouverts de plaques d'or? Je ne le sais pas. Une chose certaine, ils étaient recouverts de calcaire, de très fin, beaucoup plus fin que les blocs qui les constituent, qu'on voit présentement. Et ces calcaires-là ont été prélevés, enlevés par les envahisseurs arabes au 8e, 9e siècle pour construire la ville du Caire. Euh, mais ça n'empêche pas qu'il y avait sur les obélisques, pas sur les pyramides, sur les obélisques, sur le pyramidion qui coiffait les obélisques, des plaques, pas d'or, mais d'un métal d'un alliage qu'on appelle l'électrum, qui est un alliage d'or et d'argent. Et ça, ben, c'est pas un secret, c'est été révélé par les papyrus. Euh, Au cours de 2 de mes voyages en Égypte, je suis allé un site archéologique qui s'appelle Komombo, qui est dédié au dieu Sobek, qui est le dieu crocodile. Et il y avait, au cours de mon premier séjour, une cache dans laquelle il y avait une trentaine de crocodiles momifiés, desquels s'échappait une forte odeur de créosote. Le créosote, vous savez, c'est la substance qu'on utilisait parce qu'on ne l'utilise plus, parce qu'on a vu que c'était cancérigène. Le créosote, on recouvre les dormants de chemin de fer pour les préserver de la pourriture avec ça. Les poteaux télégraphiques aussi. Euh, et quand je suis retourné 20 ans plus tard, il ne restait plus que 2 ou 3 crocodiles dans cette cache-là. Mais le créosote, c'est intéressant. Ça a été longtemps utilisé comme un médicament pour vaincre, par exemple, pour soigner, par exemple, la tuberculose. Et d'ailleurs, le mot momie tire son nom d'un médicament qu'on appelait momie à l'époque de Napoléon. D'ailleurs, les premières momies qui ont été sorties d'Égypte, qui ont été apportées en France, ont été souvent broyées par des apothicaires pour en faire des médicaments. Et le mot momie vient du vieux latin mumia, qui veut dire substance extraite de corps humain embaumé, tout simplement. Donc voilà un des secrets de l'embaumement des Égyptiens qui était maintenant expliqué. De toute façon, il n'y a pas de secret d'embaumement. Vous prenez n'importe quel corps humain, le climat de l'Égypte étant tellement sec, vous l'enterrez dans le désert, dans le sable, au bout de quelques années, il va se momifier naturellement. Pas besoin de substances. D'ailleurs, les substances qui servaient à l'embaumement, j'en ai une ici. Euh,
qu'on appelle la myrrhe, Myrrhe. Vous vous rappelez de l'or, l'encens, la myrrhe que les rois mages ont apporté à l'enfant Jésus à Bethléem? Ben voici, c'est ça de la myrrhe. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Québécois en possèdent. Moi, je l'ai acheté au Yémen. La myrrhe, c'est la résine d'un arbre qui sert à fabriquer des aromates qui servaient à l'embaumement des momies des pharaons en Égypte. Donc, il n'y a pas de secret derrière ça. Euh, si on veut aller un peu plus loin, si on rentre dans la Grande Pyramide, on voit qu'il n'y a pas juste du calcaire, mais il y a aussi des dalles, des immenses dalles de granit disposées en encorbellement dans la grande galerie là, qui mène à la chambre du roi. Et au Caire, il n'y a pas de granit. Le Caire, c'est essentiellement de roches calcareuses. Donc, le granit qui est dans les pyramides provient de 800 kilomètres plus au sud, à Assouan. D'ailleurs, l'ancien nom de la ville d'Assouan, c'est Sienne, d'où le nom de la roche syénite, qui est un granit qui ne contient pas de quartz. Donc, comment les anciens Égyptiens ont-ils acheminé ces immenses blocs de granit jusqu'au Caire? Ben, ils se sont servis d'un principe qu'on a pensé qui a été découvert par Archimède, mais dans le fond, ils le connaissaient. Ils ont attaché ces blocs de granit immenses en dessous de barques sur le Nil pour les transporter jusqu'au Caire. Donc, ils se sont servis de la poussée qu'on appelle aujourd'hui d'Archimède, mais ils connaissaient le principe. Les Égyptiens qui se sont baignés dans le Nil ont bien vu que le poids de leur corps était plus léger que sur la terre ferme. Donc, quelque chose que vous mettez dans l'eau va subir une poussée verticale hein, égale au poids de l'eau déplacée. Donc, ça ne prend pas la tête à Papineau pour faire ça, mais il le savait. Euh, il y a deux choses qu'on néglige quand on parle de sciences cachées des anciens, c'est qu'ils avaient deux qualités qui ont été perdues. D'abord, ils avaient la foi, hein, ils croyaient en Dieu ou dans des dieux. Donc, ils voulaient construire des temples qui duraient l'éternité. Puis, ils avaient la patience pour construire ces œuvres-là. On pense que la pyramide de Khéops a dû prendre 40 ou 50 ans à être construite. Tandis qu'aujourd'hui, quand on construit une œuvre, on veut la voir le plus tôt possible. C'est bien rare que les travaux vont durer plus qu'une année. Si on sort d'Égypte, il y a d'autres sites archéologiques que moi j'ai visités où on prétendait qu'il y avait une science cachée. Le théâtre d'Épidore en Grèce, où ma guide charmante me dit va te placer au centre, puis claque dans tes mains, tape dans tes mains, tu vas entendre le son amplifié. Ben, c'est vrai. N'importe qui se met dans un amphithéâtre puis qui fait ça, il va entendre le son amplifié. Ça ne veut pas dire que les Grecs connaissaient la science de l'acoustique. Pas du tout. Ils prenaient une colline, ils voulaient se faciliter la vie le plus possible, une colline qui existait, ils la grugeaient, ils l'entaillaient, puis on obtenait un amphithéâtre qui avait naturellement des propriétés acoustiques. Euh, il y a quand même des choses qui ne sont pas encore expliquées. J'ai visité aussi d'autres sites archéologiques au Mexique, à Mitla, je pense, près de Oaxaca, où on a des statues avec des traits négroïdes. Est-ce qu'il y aura eu des échanges entre l'Amérique précolombienne et le continent africain? Je pose la question. Je ne pense pas que les archéologues aient réussi à éclaircir cette question-là. Quelle est la cause de l'extinction de la civilisation maya? Est-ce que c'est une cause unique? Est-ce que c'est un concours de circonstances économiques, sociales ou naturelles? Il y a une autre, je dirais, hypothèse ou théorie farfelue que j'ai découverte et qui était mentionnée dans un livre d'un mathématicien qui s'appelait Peter Tompkins, sur le site archéologique de Teotihuacan, au Mexique, au nord de Mexico, que j'ai visité 2 fois. C'est un site assez étonnant.
c'est pas un site Maya, ni Aztèque, ni Toltèque, ni Zapotèque, ni Mixtèque. On dit qu'on ne connaît pas les gens qui habitaient ce site-là. On dit que c'est les gens de Teotihuacan, donc Teotihuacan qui veut dire la cité des dieux. Quand Cortés a vu ça, il a dit ce ne sont que des dieux qui pouvaient habiter là. Et au bout de l'avenue principale, il y a une pyramide qu'on appelle le Temple du Soleil. Et un peu plus loin, sur la même avenue, plus au sud, on a le Temple de la Lune. Et entre les deux, il y a trois petits monticules qui sont des petites pyramides. Et quelqu'un d'assez farfelu de la trempe de Maître Gims a dit si on tend une corde de guitare entre le temple du soleil et le temple de la lune et qu'on place les doigts sur les endroits où sont ces trois petits temples, nous obtenons les trois premières notes de Ainsi parla Zarathustra, qui est le poème symphonique de Richard Strauss, qui sert d'ouverture au fameux film de Kubrick 2001, Odyssée de l'espace. Alors comme théorie, c'est une des plus farfelues que j'ai jamais vues. Donc, non, il n'y a pas de science cachée. Reynald, je voulais juste te poser une question parce qu'on a vu un documentaire il y a quelques années sur le Kon-Tiki. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, le monsieur, un anthropologue, avait réussi à prouver qu'on avait utilisé des embarcations pour faire des échanges entre les îles. Est-ce que ça aurait pu être utilisé dans le cadre justement des échanges? Les fameux bateaux de papyrus. Moi, j'ai rien contre ça. Euh, nos ancêtres. En fait, je suis allé aussi en Polynésie. Et puis, l'actuel Hawaï, l'archipel, a été, là, on le sait, c'est bien documenté, colonisé par des gens qui venaient probablement des îles Marquises que j'ai déjà visitées. Donc, il y a des milliers d'années, les gens naviguaient sur la mer avec des bateaux, soit des catamarans comme les Polynésiens ou d'autres bateaux faits avec des papyrus. Oui, c'est tout à fait possible, mais on n'a pas besoin de faire appel à une science qui serait supérieure à celle que nous connaissons. Rappelez-vous, on a parlé longtemps du calendrier Maya qui serait beaucoup plus précis que notre calendrier actuel. C'est pas vrai. Moi, euh, quand je suis allé en Égypte, par exemple, les tombes de pharaons ou d'artistes, parce que je n'ai pas vu que la vallée des rois, j'ai vu aussi la vallée des artistes, c'est là où on trouve les plus belles tombes au point de vue de peinture. Ça m'a ému de voir les erreurs que ces gens-là avaient faites. Tant au point de vue architecture qu'au point de vue peinture. J'en veux pour preuve, par exemple, la fameuse pyramide rhomboïdale construite par le pharaon Snéfrou. Les premières parois de la pyramide étaient beaucoup trop, avec un angle beaucoup trop prononcé. La pyramide, si on l'avait continué, se serait effondrée. Donc, en cours de construction, on s'est aperçu de cette erreur-là, puis on a continué la construction avec un angle beaucoup plus plat, de sorte que la pyramide a pu tenir le coup. Donc, on s'est aperçu qu'on avait fait des erreurs. Euh, il y a aussi une des tombes que j'ai vues là-bas où j'avais une guide locale qui était assez peu. Elle ne connaissait pas beaucoup d'archéologie. Elle nous présente un tableau et dit voici, le pharaon reçoit une offrande de figues de barbarie. Bon, pour ne pas lui faire perdre la face devant mes amis touristes, j'ai rien dit, mais le soir, je l'ai pris à part, je lui ai dit, écoutez, madame, ça ne peut pas être des figues de barbarie. Les figues de barbarie, c'est le fruit d'un cactus, d'un opuntia. Et tous les cactus qu'on retrouve maintenant sur le continent européen et africain ont été apportés par Hernán Cortés suite à sa conquête du Mexique. Donc, à l'époque des pharaons, il n'y avait aucune cactée sur le continent africain. D'ailleurs, j'avais acheté un papyrus. Elle m'a dit, ouais, c'est probablement un tableau qui représente Toutankhamon. C'était pas ça du tout. Mes recherches ont démontré que c'était un papyrus qui représentait la tombe, une peinture dans la tombe de Nebamon, qui était le scribe de la reine Hatshepsut. Euh,
Donc, là, j'ai détruit pas mal de mythes, puis les gens sont assez friands de ce genre de choses. Moi, les touristes avec qui j'ai voyagé étaient souvent émerveillés devant les contes de pseudosciences que leur racontaient les guides locaux. Abu Simbel en Égypte aussi, où on a le grand temple de Ramsès II qui est magnifique. Moi, je suis allé 2 fois. Et dans le fond du temple d'Abou Simbel, il y a 4 statues, dont une représente Ramsès II lui-même. Puis on prétend que 2 fois par année, le jour de son anniversaire de naissance, la date de son anniversaire de naissance, et l'autre, la date de couronnement, le soleil, un rayon de soleil vient frapper le visage de Ramsès II. Vous placez n'importe quel tube orienté n'importe comment, sauf vers le nord, vous êtes sûr qu'à certains moments de l'année, le soleil va aller frapper exactement le fond du tube en question. Pas besoin d'avoir de science cachée pour ça. De toute façon, la tectonique des plaques, hein, la plaque africaine, même si elle ne bouge pas beaucoup, elle a quand même bougé en plusieurs milliers d'années. Elle peut avoir. Enfin, c'est impossible que les constructeurs de l'époque, on parle de 1500, 2000 avant Jésus-Christ, aient eu assez de perspicacité pour qu'aujourd'hui encore le soleil aille frapper exactement 2 fois par année le visage de Ramsès II. Alors, vous voyez, moi, ça ne m'empêche pas d'être émerveillé devant ces prouesses architecturales, picturales, artistiques de nos ancêtres, des civilisations qui nous ont précédés, mais non, ils n'avaient pas de science cachée et encore moins d'aide d'extraterrestres pour réaliser leurs exploits. C'était des êtres humains comme nous. Ils procédaient par essai et erreur. Euh, ils construisaient, ils voyaient que ça ne marchait pas, ils modifiaient leur plan et puis c'est tout. La nature humaine n'a pas changé. Mais est-ce que tu ne crois pas que tu touches un point essentiel du relativisme contemporain vis-à-vis justement du savoir, de la science, comme tu l'as prêché pendant plus de 40 ans de ton travail d'enseignant? Là, on assiste à quelqu'un qui est plus ou moins connu à cause de sa musique, qui prend des positions complètement aléatoires. Mais on a vu comme ça des acteurs très connus prendre des positions, par exemple lorsqu'il y a eu l'attentat du 11 septembre, en disant que c'était un coup de la CIA, enfin bref, de s'enfermer dans des logiques de vedettariat parce qu'ils sont connus, et puis soit pour se faire connaître, ou alors au contraire valoriser. Là, c'est plutôt le côté appartenance à la communauté africaine, enfin. Il y a une sorte de dérive, hein. Je pense que tu touches un point essentiel sur le relativisme. C'est vrai, Eric, que les gens en général gobent beaucoup de ce que leurs artistes préférés peuvent citer. Et c'est dommage parce que ces artistes-là ont un pouvoir de conviction qu'ils ne méritent vraiment pas. Au point de vue science, en général, ils ne sont pas tellement férus. Ils n'ont pas des. Je ne sais pas quel diplôme Maître Gims possède, mais moi je dirais aux gens, faites plutôt de la science. Plus vous allez vous instruire en science, moins vous avez de chances de devenir des complotistes puis de tomber dans le panneau de ces artistes-là. Qui veulent vous impressionner, puis qui veulent en fait, vous vendre des théories complotistes, sciences cachées, on vous cache des choses que nos ancêtres savaient. Enfin, il y a pas il y a pas de secret, mais plus vous faites de science, moins vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Hein? Dans mon domaine à moi, la géologie, la géophysique, je donnais un cours de 45 heures à l'université sur l'intérieur de la Terre. Personne n'est jamais allé à l'intérieur de la Terre. Tout ce que je racontais à mes élèves, on le savait par des sondages indirects, des méthodes sismiques, électriques, gravimétriques, magnétiques. Hein? On sait à peu près la consistance du noyau de l'intérieur de la Terre, même si on n'y est jamais allé. Ça, c'est de la science. Hein? Et c'est pas du complotisme. Très bien. Merci beaucoup, Rénal, de nous avoir encore éclairé. Alors, je rappelle que si vous voulez suivre, c'est ça que
je l'oublie à chaque fois, mais le blog de Reynald Duberger, donc http://duberger.mi, donc ME, pardon. Donc vous pouvez lire ces articles de temps en temps, qui fait paraître de temps en temps pour continuer. Voilà, merci beaucoup, et puis donc à une prochaine chronique. À la prochaine fois, Eric. Merci Reynald, au plaisir. Merci messieurs, dames, et à bientôt.